Bienvenue à tous, je suis votre hôte, Danny Haiphong. Bienvenue pour un nouveau live. Nous avons une émission très spéciale pour vous aujourd'hui, car nous annonçons ce qui sera désormais des épisodes bimensuels autant que possible, du moins avec Scott Ritter, un ami de l'émission. Nous allons modifier un peu le format, ce sera un peu plus conversationnel, avec davantage de débats et de dialogues, car il y a tellement de points de vue à exprimer, et nous voulons nous assurer que la cause de la paix soit traitée avec justice ici, sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des sujets vraiment importants, parmi les plus urgents en géopolitique, qui façonnent l'avenir de notre monde. Alors, ne perdons pas de temps. Voici Scott Ritter, ancien inspecteur des Nations Unies pour les armes, officier du renseignement des marines américains, auteur, analyste géopolitique, et bien plus encore. Scott, comment allez-vous ce soir? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Comment ça? Tout le monde, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » dès votre arrivée sur le live, car cela aide à améliorer la visibilité de cette vidéo dans l'algorithme de YouTube. Mais Scott, je voulais commencer par parler du Yémen et d'Ansarallah. Nous avons déjà abordé ce sujet dans cette émission, mais depuis notre dernière conversation, Ansarallah a ciblé l'aéroport Ben Gurion, la centrale électrique de Haïfa. Il y a aussi des rapports indiquant qu'ils ont, grâce à leur système de missiles, forcé l'USS Harry Truman à s'éloigner à environ 1500 km. Ce porte-avions massif, 1500 km de la zone où il tentait d'attaquer le Yémen. Actuellement, les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent le Yémen avec environ 700 frappes au cours des dernières années. Je voulais cependant vous poser une question, car il y a un rapport explosif, à mon avis, dans le Wall Street Journal. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vais lire un extrait sur la façon dont Israël envisage de réagir. Israël bombarde également le Yémen. Un ancien diplomate israélien, Alan Pincus, déclare que la meilleure option pour Israël, afin de trouver une solution à long terme aux problèmes posés par les Houthis, pourrait être de se concentrer sur la construction d'une coalition régionale dirigée par les États-Unis avec les pays du Golfe. Également menacés par l'agressivité croissante des Houthis, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Mais cela obligerait Israël à faire des compromis difficiles avec les Palestiniens. Agir seul contre les Houthis qui ont perturbé le commerce international en attaquant des navires dans la mer Rouge ferait courir à Israël le risque de transformer un problème international en sa responsabilité exclusive. Alors, Scott, nous avons beaucoup parlé de l'axe de la résistance et des difficultés rencontrées par celui-ci, mais que signifie le Yémen et Ansarallah en tant que membre supplémentaire de l'axe de la résistance dans ce contexte? On dirait que les États-Unis, Israël et les forces impliquées dans le génocide à Gaza et cette guerre régionale se démènent pour trouver une solution. Eh bien, j'ai un petit avantage ici, car je suis en contact en tant que journaliste avec quelqu'un du ministère de l'Information et du ministère de la Défense du gouvernement yéménite, au département de l'Information. J'ai discuté avec eux du rôle du Yémen dans l'axe de la résistance. Et bien qu'ils reconnaissent faire partie de ce que l'on appelle vaguement l'axe de la résistance, ils rejettent fermement toute idée selon laquelle ils seraient contrôlés ou influencés par l'Iran. En fait, il a souligné à plusieurs reprises que la décision d'intervenir en faveur de la Palestine, raison pour laquelle le Yémen agit comme il le fait, a été prise par les Yéménites eux-mêmes, sans consultation avec qui que ce soit. Ils ont simplement dit « c'est ce que nous allons faire ». Il n'a pas nié que depuis ce moment, l'Iran ait fourni une assistance ou qu'il y ait eu des consultations pour coordonner leurs actions, mais sans les contrôler. Les Yéménites, ou les Houthis, font ce qu'ils veulent faire quand ils veulent le faire, et comme ils veulent le faire. Le missile hypersonique Palestine II est un système indigène qui utilise des composants iraniens pour le guidage, le contrôle et d'autres aspects techniques. Mais les Yéménites, les Houthis, possèdent une installation de production de missiles. Ils sont capables de produire du propergol solide. C'est quelque chose que vous pourriez théoriquement produire dans une baignoire. Cependant, les contraintes de sécurité et le contrôle de qualité doivent être de tout premier ordre, surtout lorsqu'on produit un missile hypersonique.
Mais ils ont réussi. Ils l'ont produit. Nous avons vu des tests, ce qui montre que ce missile ne vient pas d'Iran. C'est un missile outil. Et les outils l'utiliseront comme ils le souhaitent. L'idée qu'il existe une approche indirecte envers les outils, par exemple, en passant par l'Iran ou en exerçant une pression régionale, est absurde. Et je pense que quiconque croit que les outils vont céder sous la pression se trompe complètement. Je veux dire, que va faire cette alliance régionale? Est-ce que quelqu'un regarde une carte et compris pourquoi, par exemple? Chaque fois que les Saoudiens essayent d'attaquer, ils se font écraser. Quand vous entrez sur le territoire des Houthis, vous allongez vos lignes de communication et créez de nombreuses opportunités pour être encerclés, arrêtés, isolés ou tués. Les Houthis se battent depuis 2014. Cette guerre n'est pas nouvelle pour eux. Ils n'ont pas été vaincus. Et même si les avions israéliens ont des pilotes différents, peut-être quelques composants électroniques différents. Les F-15 restent des F-15, les F-16 restent des F-16. Les bombes qu'ils larguent sont les mêmes bombes. Les Houthis ne perdront pas de sommeil à cause des avions israéliens, américains ou français qui les attaquent. Le fait qu'ils continuent de tirer des missiles chaque nuit montre qu'il est toujours très difficile de frapper ce qu'ils appellent des cibles mobiles relocalisables ou des lanceurs de missiles mobiles. Scott, vous avez tout à fait raison sur cette idée que tenter de faire pression sur l'Iran ou sur ce que l'on suppose être les adversaires d'Ansar Allah au Yémen, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, pourrait être une erreur. Même le magazine Foreign Policy affirme que les Yéménites ne reçoivent pas ou n'attendent pas, et cela est souvent considéré comme un reproche, qu'Ansar Allah fournisse des services comme la nourriture, les soins médicaux ou l'éducation. Mais après une décennie de bombardements de la part de l'Arabie saoudite, ils se sont retranchés et peuvent absorber des attaques intenses, tandis que leur importance et leur popularité n'ont fait que croître à chaque coup porté. Scott, aidez-moi à comprendre. Aidez-nous à comprendre. Car selon moi, ce que dit le Wall Street Journal dans l'article que j'ai cité précédemment, c'est que pour que cette coalition régionale fonctionne à nouveau pour Israël et les États-Unis contre Ansar Allah, ils devraient faire des compromis avec les Palestiniens. Donc en gros, et probablement, ça signifie arrêter le génocide. Alors, est-ce qu'Ansar Allah joue en ce moment le rôle, peut-être inattendu, de faire ce que l'ensemble de l'axe de la résistance tente de faire, à savoir arrêter ce génocide, mettre fin à la guerre et amener même des personnes à des niveaux très élevés de prise de décision et de narration à réfléchir à cela? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur Pincus, et je vais vous expliquer pourquoi. L'Arabie saoudite a déjà lancé des frappes militaires depuis son territoire contre les Houthis, y compris certaines incursions terrestres. Quel compromis Israël a-t-il dû faire pour amener l'Arabie saoudite à faire cela? Les Émirats arabes unis continuent d'être impliqués dans le Sud et cherchent à y envoyer davantage de troupes. Quel compromis ont-ils dû faire? Je ne sais pas d'où vient Pincus. Je pense que les Saoudiens considèrent les outils comme un problème et qu'ils sont prêts à les combattre. Ils n'ont pas besoin qu'Israël leur dise de les combattre. Et les Saoudiens sont assez intelligents pour savoir que si vous vous engagez dans une situation où d'autres puissances font le gros du travail pour vous, cela réduit l'effort que vous devez fournir. Et c'est ce qui s'est passé ici. Quel compromis? L'Arabie saoudite a-t-elle dit, avant que nous continuions à tirer de l'artillerie sur le territoire yéménite, nous avons besoin que vous arrêtiez le génocide. Cette conversation n'a même pas eu lieu. Donc je ne pense pas que les Houthis soient cet élément surprise. Tragiquement, à moins que ce n'est pas impossible, mais à moins que l'axe de la résistance ne parvienne à se réactiver d'une manière différente, car il va devoir affronter des types de pressions différents. Par exemple, plus tard ce mois-ci, le cessez-le-feu expirera et Israël ne l'a pas respecté. Israël continue d'occuper de grandes portions du sud du Liban. Et le Hezbollah affirme qu'il commencera immédiatement à résister à l'occupation israélienne. Et même si le Liban a un nouveau président, le général Aoun, un chrétien, il a par le passé évoqué la nécessité de défendre la souveraineté libanaise.
Je ne pense donc pas qu'il y aura beaucoup d'opposition au Liban contre un effort du Hezbollah pour expulser Israël des territoires qu'il occupe illégalement. Cela va mettre Israël sous pression. Nous ne savons pas. Vous savez, au final, nous ne savons pas quelle direction prendra l'Iran. Mon évaluation, et je continue à y croire, est que l'Iran choisira une voie de négociation avec l'Occident. Mais on ne peut pas ignorer le fait qu'ils viennent de mener un exercice militaire majeur. Et l'objectif de cet exercice était de les préparer à la guerre. Et donc, il y a un courant important en Iran qui non seulement affirme qu'ils doivent être prêts à se défendre, mais qui dit aussi que si Israël et les États-Unis continuent de fanfaronner en disant « nous allons attaquer », alors l'Iran pourrait devancer cette attaque et frapper en premier. Je pense qu'il y a suffisamment de sentiments en Iran pour que, s'ils sentent qu'ils vont être attaqués, il n'y ait aucune raison d'attendre des négociations. Autant frapper les premiers. Et ça serait dévastateur pour Israël. Je pense donc que les Houthis attendent de voir ce qui va se passer. Ils sont obstinés. Ils sont moralement engagés dans ce combat. Il faut leur reconnaître cela. Ils ont formulé des conditions simples, arrêter le génocide, permettre l'entrée de matériel humanitaire et ils cesseront ce qu'ils font. Et il faut les admirer pour cela. Scott, l'une des parties les plus choquantes dans tout cela, c'est qu'alors que nous voyons la Syrie sombrer et ce cessez-le-feu dont vous venez de parler entrer en vigueur à peu près à la même période, il y avait bien sûr beaucoup de pessimisme à propos de l'axe de la résistance. Et puis, soudainement, Ansarallah semble dire « Non, en fait, nous allons juste augmenter et intensifier nos actions contre Israël pour montrer. » Ce qu'ils semblent montrer, c'est qu'il y a des frappes efficaces. Ils touchent leur cible, disent-ils. Des milliers et des milliers d'Israéliens courent se réfugier dans des abris anti-bombes et des publications médiatiques majeures se demandent comment aborder ce problème. Scott, comment Ansarallah parvient-il à faire cela? J'ai lu à propos du missile hypersonique Palestine 2 qui a la capacité d'atteindre Israël en 11 minutes. Cela représente une distance d'environ 2000 km. Comment y parviennent-ils alors que le Yémen, comme vous l'avez mentionné, a été décimé par une guerre sans fin? Les campagnes de bombardement de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, des États-Unis et du Royaume-Uni, les incursions militaires et une catastrophe humanitaire qui rivalise avec ce que nous voyons à Gaza en termes de faim et d'autres souffrances. Comment parviennent-ils à faire cela? Eh bien, je pense tout d'abord que le Yémen reste l'un des pays arabes du Golfe les moins compris. Vous savez, lorsque j'étais impliqué en Irak, il y avait une tendance parmi les mal informés à dénigrer les Irakiens avec des insultes comme « ignorants » ou « jockey de chameau ignorant ». Mais les Irakiens que j'ai rencontrés comptaient parmi les personnes les plus instruites au monde, des gens ayant obtenu des diplômes avancés en Angleterre, en Europe et aux États-Unis. L'un d'eux, que j'ai côtoyé, était physicien nucléaire et avait obtenu son doctorat à l'Université du Michigan. Il adorait parler des Wolverines. Mon point est que ces personnes sont très compétentes. À un moment donné, lorsque j'étais réinvesti dans le domaine, les Irakiens ont mentionné que les Yéménites leur avaient fourni un missile SS-21. Les Irakiens n'avaient jamais reçu ce missile des Russes et cherchaient à en faire de l'ingénierie inverse. Les Yéménites l'ont fourni et ont même envoyé des experts. Les Irakiens parlaient des Yéménites comme de professionnels très compétents et capables. Je pense que c'est parfois ce qui manque ici. Les Yéménites sont tout aussi bien éduqués. Ils ont leurs scientifiques, leurs ingénieurs, des gens qui ont obtenu des diplômes avancés en Occident. Ce sont des professionnels de haut niveau, mais on ne leur accorde pas ce crédit. C'est pourquoi nous posons cette question. Comment peuvent-ils faire cela? Ce ne sont qu'une bande de Bédouins avec des sabres courbés et des sandales. Mon Dieu, comment peuvent-ils y arriver? Eh bien, ils y parviennent parce qu'ils ont des gens extraordinairement compétents. C'est un grand pays avec beaucoup de ressources. Et je dois vous dire que pour construire une installation de production de propergol solide,
Ça a nécessité que l'Égypte et l'Irak fassent appel à des Allemands pour le faire. Ces deux pays, l'Égypte et l'Irak, ont des scientifiques avancés et des ingénieurs. Mais ils ont dû faire appel à une entreprise allemande pour réaliser l'installation. Les Yéménites, eux, l'ont fait seuls. Et cela montre simplement qu'ils sont bien plus avancés que nous le pensons et bien plus sophistiqués. Oui, il y a un élément tribal dans tout ça. Quand on regarde les combattants sur le terrain, ce sont des combattants tribaux, etc. Mais plus on s'éloigne du terrain, et plus on entre au centre du gouvernement, on parle de gens très sophistiqués, avec une profonde compréhension, non seulement de leurs capacités, mais aussi des problèmes qu'ils rencontrent, des solutions qu'ils veulent atteindre, et de la manière de réaliser ces solutions. Et ils font cela depuis longtemps. Je veux dire, ils sont en guerre depuis plus de 10 ans. C'est tout ce qu'ils connaissent. Chaque jour, chaque matin, ils se réveillent dans une nation en guerre. C'est la norme. Et vous ne survivez pas à 10 ans de guerre sans trouver comment faire certaines choses correctement. Donc, les Yéménites font les choses correctement et ils ne seront pas battus. Il va être très difficile de leur infliger suffisamment de douleur et de souffrance pour les faire céder. Et je ne vois tout simplement pas cela arriver. Vous savez, Israël a bombardé le Liban, mais le Liban n'est pas un État homogène. Ils ont bombardé le Liban. Au début, ils ont bombardé les chiites du sud. Et le reste du Liban se disait, eh bien, ce sont juste les chiites et c'est le Hezbollah. Mais ensuite, quand Israël a intensifié les bombardements et commencé à viser les sunnites et certaines zones chrétiennes, tout le monde s'est levé et a dit « Stop, Hezbollah, arrêtez ce que vous faites, il n'y a pas de telle fracture au Yémen. » Le tissu social yéménite ne peut pas être divisé pour mieux régner sur ces gens. Quand vous les bombardez, ils ressentent tous le bombardement. Cela ne fait que renforcer leur volonté de résister encore plus. Ce sont des gens très résistants. Et je pense simplement que c'est une erreur de choisir la solution militaire. Israël pourrait résoudre ce problème immédiatement en disant simplement qu'ils vont laisser entrer des biens humanitaires. Ils n'ont pas à concéder quoi que ce soit d'autre dans ce qu'ils font. Simplement ouvrir et laisser passer l'humanitaire. Mais Israël est bien au-delà de faire ce qui est juste en ce moment. Israël est au point où il traite les habitants de Gaza comme des animaux sauvages, des animaux qu'il faut traquer et exterminer. Et si vous traquez et exterminez des animaux sauvages, pourquoi apporteriez-vous des sacs de nourriture pour chiens pour les nourrir ?